Les deux serviteurs des cavaliers tentent de se débarrasser du Paphlagonien, démagogue à la tête de la maison de Démos. On peut penser tout d'abord qu'ils y trouveront leur propre intérêt, si l'on considère Démos comme un vieillard, mais sachant qu'il s'agit du peuple d'Athènes, on comprend qu'ils cherchent de manière plus ou moins évidente à satisfaire leurs besoins non seulement, mais également ceux du peuple d'Athènes. Ainsi, cela se rapproche du bien du plus grand nombre, voire de la totalité, et donc se rapproche du bien commun. Ils recherchent en effet un super-gueux pour vaincre le gueux, qu'ils perçoivent alors comme le sauveur de la cité, et dans leur quête pour renverser ce pouvoir qui a servi le peuple, les deux serviteurs vont assurer aux charcutiers un soutien et une force non négligeable, celle des cavaliers défenseurs de la cité et du bien commun, et celle des citoyens doués de présence, qui sont eux les défenseurs de première ligne de la démocratie, œuvrant à la prise de décision politique. Un soutien divin est même assuré, les mortels. Son entreprise ne peut donc être juste si elle séduit les dieux. Même le cœur est de son côté, lui qui est l'intermédiaire entre l'essence même de la pièce et les spectateurs citoyens d'Athènes. Bien qu'étant un vaurien tout comme le Paphlagonien, le charcutier, lui, est adulé et est perçu comme le sauveur du peuple, le plus cher et le plus valeureux des hommes. D'ailleurs, le cœur perçoit bien qu'il s'agit en réalité d'un coquin, car le qualifie de canaille bien plus féconde que le Paphlagonien en astuce de tout genre. Cependant, il semble que des deux crapules, le charcutier soit le plus à même d'atteindre le plus grand bien pour le peuple, et donc le bien commun. Là où le Paphlagonien souhaite donner à Démos l'hégémonie sur tous les Grecs, le charcutier veut lui accorder la trêve avec Sparte. Ainsi, il servirait alors le plus grand nombre. Pour cela, il sera même décrit comme étant le plus grand serviteur de l'humanité. Démos, s'empressant de le qualifier d'homme le meilleur pour le peuple, étant le plus dévoué à l'égard de la ville. Il s'empresse de dire qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est un bon citoyen, tel qu'il ne s'en est jamais montré de pareil pour le peuple. C'est en effet un homme providentiel. Le charcutier a donné sans compter sa nourriture, ce qui revient donc au court terme à se donner tout entier à la satisfaction du peuple. Enfin, le cœur justifie au spectateur la coquinerie de ce dernier en disant qu'il n'y a rien d'odieux à la satire que l'on exerce contre les méchants, mais que pour celui qui sait raisonner, elle est davantage un hommage à la vertu. Le charcutier ne s'est pas arrogé tous les pouvoirs comme l'aurait fait et comme l'a fait le Paphlagonien, mais a rendu Démos digne de la cité et des trophées de Marathon. Grâce à la transformation de Démos par le charcutier, le vieillard s'oppose au vote de la guerre par appât du gain, mais ainsi à la solde des marins, car cette dernière sera délivrée même s'il reste à quai, ce qui entraînera le fait que les pillages et les primes de guerre ne seront plus un prétexte pour y guerroyer. Enfin, le charcutier donne la paix à Démos, paix qui est décrite comme attrayante selon le texte sous tous les traits possibles. Le bien-être du peuple, et donc le bien commun, atteint alors son apogée à la campagne lors de jours féconds partagés avec la paix. Dans l'assemblée des femmes, Praxagora veut essayer de mettre la main sur les affaires de la cité afin de lui faire un peu de bien, et ainsi lutter contre ses dérives. L'image des hommes qui gouvernent et prennent les décisions politiques, ainsi que leurs occupations, font peine à voir. Praxagora se dit affligée et peinée par le désordre des affaires de la cité. Elle considère qu'elle choisit mal ses dirigeants et voit qu'en fait de chef, elle choisit successivement ce qu'il y a de mauvais. Les Athéniens sont, selon elle, égoïstes et avares. En effet, chacun se soucie de son intérêt particulier et du gain à réaliser. Ils seraient en outre voleurs, car les deniers publics sont une source de revenus pour eux. Elle dénonce ici les sycophantes. Lui vient alors l'idée de la gynécocratie. Cependant, d'après le Coryphée, elle court un grand risque, elle et ses amis. Le danger en effet n'est pas petit si leur audace est découverte. Ainsi, Praxagora et les autres femmes sont prêtes à de grands sacrifices pour aboutir dans leur quête du bien commun. Elles veulent en effet éviter l'effondrement de la cité et celui de son intégrité politique. Bien que tête de proue suite au succès de leur entreprise, Praxagora souhaite prendre l'avis de toutes ses amies en raison de l'exercice du pouvoir qui lui a été confié. Elle félicite en outre leur réussite et reconnaît leur implication. Elle reconnaît ici la valeur de celles qui l'ont aidée dans leur quête du bien commun. Toujours dans cette lignée, le cœur dit à Praxagora que désormais elle est dans l'obligation d'avoir une volonté réfléchie, une pensée philanthropique, en éveil, et qui sache défendre ses amis. Son esprit inventif doit désormais œuvrer au bien commun et doit réjouir le peuple citoyen en le comblant des 1000 avantages de la vie. Pour ce faire, et pour parvenir à ses fins, et ainsi combler chaque citoyen, elle désire imposer un seul genre de vie commune, la même pour tous. Cela revient, pour elle, à la mise en commun de la terre, de l'argent et de tous les biens de chaque particulier.
Dès le début de l'histoire, la Convention républicaine nous dépeint Charles Lindbergh comme une figure d'exception, un être héroïque salvateur. Il apparaît comme la solution idéale, non pas due aux idées qu'il défend, mais à ses exploits d'aviateur et à l'image qu'il dégage. La campagne présidentielle ainsi que tout questionnement politique à suivre dans l'histoire ne consiste alors plus en un affrontement d'idées, mais en pure comparaison d'images. Cela transparaît lorsque les critiques de Walter Winchell concernant la loi de peuplement Homestead 42 ne sont contestées que par des menaces et des accusations visant à détruire son image de chroniqueur. La recherche du bien commun est alors ignorée au profit du charisme des candidats. Les citoyens oublient leurs intérêts pour acclamer une personnalité, une idole. Par la suite, la campagne de Lindbergh s'articule autour de la situation mondiale. Il se présente comme seul obstacle à la guerre et apparaît donc incarner un bien immédiat, la paix. En effet, le peuple des États-Unis n'est à l'origine pas menacé par le conflit en cours. Le candidat cache ses intentions derrière son image et l'attrait de la paix. Cette manipulation du peuple par les apparences se retrouve dans les programmes développés par son gouvernement. Le Bureau d'assimilation présente ces lois comme des avantages pour la population, tandis qu'elles visent en réalité une uniformisation de celle-ci, en disséminant les familles juives dans la totalité du pays. Cela provoque une scission de la société, les communautés juives se trouvent exclues de la quête du bien commun. Ce philosophe relate ses idées dans De la démocratie en Amérique, un livre du XIXe siècle relatant de la démocratie sur le modèle de celle des États-Unis. Tocqueville va expliquer, au fur et à mesure du livre, qu'un bon dirigeant, quel qu'il soit, doit savoir prendre des décisions qui favorisent le bien commun, et que le meilleur régime politique est avant toute autre chose celui qui permettrait à ce dirigeant d'être élu. Il y oppose cependant un concept puissant, les intérêts personnels. Selon Tocqueville, un dirigeant, quel qu'il soit, restera un être humain et aura donc tendance à privilégier les décisions favorisant ses intérêts en premier, même inconsciemment, le facteur de bien commun devenant alors secondaire. Il est donc, selon lui, irréaliste de prétendre qu'un dirigeant ne prendra aucune décision dans son propre intérêt. C'est pourquoi toute promesse allant en ce sens serait vouée à pervertir le peuple avec des mensonges. Pour éviter cela, l'éducation est essentielle. C'est également une idée primordiale pour Tocqueville. Enfin, une autre manière d'éviter la domination du bien personnel, le pouvoir se doit d'être contrôlé. Des pouvoirs intermédiaires sont indispensables pour diluer le bien personnel du dirigeant principal. On retrouve l'idée de Rousseau de la démocratie non représentative étant la démocratie parfaite, mais impossible. Pour Tocqueville, le bien commun n'a qu'un seul réel ennemi, les intérêts personnels. Ce concept, qu'il laisse assez flou au fur et à mesure de son œuvre, regroupe pour lui la totalité des actions qui sont très avantageuses pour une personne ou un groupe réduit de personnes, mais qui sont pour tous les autres peu avantageuses, voire désavantageuses. L'homme, présenté ici comme égoïste, préfère donc s'assurer un bien maximal. L'œuvre de Philippe Roth apporte des exemples à cette notion. En effet, le personnage du vice-président s'empresse d'occuper le poste de président dès que la démocratie se trouve fragilisée. En parallèle, de nombreuses théories circulent, tout à l'avantage de certains partis. L'Allemagne nazie dénonce un complot juif contre Charles Lindbergh, tandis que l'Angleterre fait vent de la présence de Lindbergh à Berlin. Il en va de même dans les œuvres d'Aristophane. En effet, nous remarquons que les intérêts personnels sont toujours, dans ses œuvres, un obstacle au bien commun. Si nous prenons l'exemple du Paphlagonien dans Les Cavaliers, nous remarquons que son intérêt personnel, qui est de s'enrichir, pose un frein au développement du bien commun. En effet, par appât du gain et du confort, il aveugle Démos de ses belles paroles et l'empêche d'accéder à son bien-être et donc, de manière métaphorique, de permettre au peuple d'accéder à ce bien-être collectif. Ensuite, dans l'Assemblée des femmes, nous avons vu qu'il existe un homme qui est en quelque sorte un parasite, un profiteur, qui refuse par facilité et par volonté de garder ce qu'il possède, de céder ses biens à la cité. Là encore, nous constatons que les intérêts personnels sont un frein au bien commun. L'interprétation de l'histoire laisse à penser que l'éducation pourrait apporter au peuple
une meilleure compréhension de la communauté juive et de ses défauts, de sa véritable situation et de l'isolement qu'elle subit par rapport au reste de la société au fur et à mesure que les mesures du président Lindbergh sont mises en place. De plus, il est quasiment certain qu'une population éduquée serait soumise à une panique de moindre envergure et aurait réalisé plus rapidement la précarité de la situation démocratique après la disparition du président Lindbergh. Selon Tocqueville, l'éducation est essentielle. Elle est présente pour éviter au peuple d'être dupé et de connaître les vrais enjeux et démentis des hommes politiques à qui ils ont affaire. Elle est donc essentielle surtout pour que l'homme perde, au moins un peu, son côté égoïste et comprenne l'importance du bien commun. Pour Tocqueville, le peuple, ou les dirigés en général, vont chercher par égoïsme à concentrer les pouvoirs, bien que cela soit une très mauvaise idée, comme précisé précédemment. Il s'agit là d'un autre facteur humain qui vient gêner l'utopie. Et selon lui, il n'y a aucune solution à ce mal. Mais les mots qui semblent posséder une solution ne sont pas toujours préférables. On l'a dit, il est impossible qu'un être humain puisse objectivement désirer le bien commun parfait. Il y aura donc, quel que soit le régime ou le dirigeant, des insatisfaits, des oubliés presque. Le risque principal serait donc qu'un autre dirigeant autoproclamé vienne apporter des promesses incroyables, promettant de favoriser les oubliés et d'oublier les favorisés. Sous couvert de bien commun, on a là affaire à un retournement de la société qui, sur le plan philosophique, ne change rien. Il y a toujours des oubliés et des favorisés. On retrouve cependant là l'idée de nombreuses révolutions. Il suffit de penser à la révolution communiste, où certains, dans les années 30, s'amusaient à appeler Staline le nouveau tsar de Russie. Le personnage de Lindbergh est un contre-exemple. Il s'appuie sur sa renommée pour venir renforcer la position de la majorité, le refus de la guerre. Il l'appuie comme le bien commun, portant à négliger la minorité juive. En ce sens, il assure le bien commun en maintenant le pays en paix. Cependant, ses projets de loi fragilisent la démocratie. Seul Walter Winchell s'efforce de les critiquer, les médias adulant le président. Ainsi, même les Juifs de Newark acceptent les changements et se désintéressent des polémiques. Un événement notable, comme le dîner officiel avec le ministre nazi, n'alarme plus les citoyens. Un nouveau tour du pays en avion suffit à les rassurer. À ce point, le régime démocratique peut s'écrouler à tout instant, et le roman nous démontre comment. La disparition de Lindbergh suffit, en quelques jours, à plonger le pays dans le chaos. Les acteurs politiques dénoncent des complots divers et variés, tantôt juifs, tantôt nazis. La violence éclate à travers le pays, sous forme de groupes antisémites, vandalisants et tuants. Loin de se soucier du bien-être du pays, le vice-président Wheeler accède au pouvoir et déclare la loi martiale. Il fait arrêter par le FBI le rabbin Ben Jesdorf, le maire LaGuardia et d'autres hommes politiques. De plus, Wheeler fait taire les médias et lance un blocus sur New York. Le pays est désormais sous tyrannie, loin de l'objectif du bien commun. Le lecteur est en droit de se questionner quant au rôle des institutions comme le Congrès. Elles n'ont pas su servir de miraille face au détournement du pouvoir par l'ancien vice-président. En parallèle, la première dame est retenue dans un hôpital militaire. Consciente de la précarité de sa situation, elle s'échappe et insiste sur l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Cela permet un retour au régime démocratique. Ironiquement, il n'est dû qu'aux intérêts personnels de Madame Lindbergh et aucune mesure n'est décrite dans le roman pour éviter que des événements similaires ne se répètent. Il existe, par rapport à la pensée actuelle, quelques entorses à l'idéal du bien commun. La première est la privation de liberté dans de nombreux domaines. Dès l'annonce de la sécession du pouvoir aux femmes, il est dit que celui qui refusera la règle sera parjure. Inévitablement, des êtres seront mis de côté et donc à l'écart. De plus, une interdiction quant au rapport amoureux est instaurée. Il est alors interdit de fréquenter les plus beaux avant d'avoir fréquenté les plus laids. Cette privation des droits et libertés sexuelles, qui répondent à des codes, mais également et avant tout au désir qui est naturel, constitue un cercle vicieux. Outre cette privation de liberté, il persiste la ségrégation d'une partie de la population, les esclaves. Praxagora proclame qu'ils cultiveront la terre, le peuple n'ayant qu'à profiter de la vie. La séparation des statuts s'accentue car les esclaves ne peuvent rester qu'entre eux, une communauté dans la société en quelque sorte. La vision de Praxagora reste candide et manichéenne.
Elle exclut que le vol et autres vices persistent. L'homme profiteur et parasite qui ne veut céder ses biens demeure. De plus, on ne voit pas réellement de résultats satisfaisants du bien commun dont il est ici question. En outre, on constate plutôt que la démocratie et le bien commun sont morts au profit de classes bien définies, à savoir les femmes et les laits. Cependant, on ne peut blâmer Praxagora. En réalité, ses intentions étaient de bonne volonté, elle s'est simplement fourvoyée sur la méthode à suivre et sur la nature humaine.